Yaorana et bienvenue dans Manava. Les actualités nous montrent trop souvent que notre société est de plus en plus violente. Il existe différentes formes de violence et l'arsenal pénal y répond en fonction de leur gravité. Les conséquences, il peut y avoir des conséquences sur les victimes et nos invités du jour vont nous en parler. J'accueille aujourd'hui Laure Camus, qui est présidente du tribunal de première instance de Papeete. Cécile Moreau, qui est directrice de l'APAGE, donc l'association polyvalente d'action socio-judiciaire. Véronique Meunier, qui est directrice du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et Marie FTB Spitz, qui est avocate. Mesdames, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Laure, première question pour vous. Est-ce qu'on peut considérer que la société polynésienne est violente et par rapport, on va dire, à la société française, est-ce qu'il y a une vraie différence? Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Il y a de la violence en Polynésie comme ailleurs. Après, la particularité, c'est qu'il y a une surprévalence de la violence à l'intérieur de la famille. C'est vraiment ce type d'infraction dont le tribunal est particulièrement saisi et plus saisi qu'en métropole. Et à l'inverse, je dirais que en dehors du cercle familial, il y a plutôt moins de violence qu'en métropole. Véronique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le SPIP et quelles sont ses missions? Le service pénitentiaire d'insertion et de probation prend en charge l'ensemble des personnes qui sont placées sous main de justice, donc sur décision d'un magistrat ou en détention. L'objet de l'accompagnement est de suivre les interdictions, les obligations judiciaires, mais aussi, surtout, de permettre à la personne de cheminer et d'aller vers le changement. L'objectif affiché du service, c'est la prévention de la récidive. Prévention de la récidive, ça passe par de nombreux chemins et en suivi individuel ou collectif, les CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, permettent aux personnes de savoir ce qu'il ne va pas dans leur vie et ce qu'il faut qu'ils changent. Mais on ne le fait pas à leur place et c'est un accompagnement qui souvent peut être sur une assez longue durée. En moyenne, on est sur des suivis de 2 ans et puis il y a des suivis plus longs pour des infractions plus graves et puis en détention, le suivi est en fonction de la peine ou du mandat de dépôt. Voilà. Cécile, même question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de l'APAGE? Alors la page est une structure associative qui a deux missions principales et donc deux pôles d'activité bien séparés. Le premier concerne l'aide aux victimes et donc il est agréé par le ministère de la Justice pour intervenir auprès des victimes, les informer sur leurs droits, les accompagner, leur apporter du soutien psychologique et développer tout un tas de dispositifs, soit de soutien, soit même de protection pour les aider à sortir de la situation dans laquelle elles sont bien souvent, situation de mal-être dans laquelle elles sont bien souvent après avoir été victimes d'une infraction. Et puis il y a un deuxième pôle d'activité, du coup qui s'appelle le pôle mission socio-judiciaire et qui lui intervient plus auprès de primo-délinquants pour mettre en œuvre ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites qui sont décidées par le parquet de Papeete, qui confie un certain nombre de procédures dans ce cadre-là au délégué du procureur de la page, qui organise des stages de sensibilisation, des suivis thérapeutiques, tout un tas de mesures qui doivent être adaptées aux situations, également dans l'objectif de prévenir la réitération de l'infraction Voilà, on va essayer de vous des essayer de violences. prendre, on va dire, le problème avant qu'il ne devienne trop grave et que une personne qui aurait fait un premier délit n'y ait pas une sorte de, on va dire, d'effet dominé ou de récidive. Exactement. Marie, enfin, classer, comment est-ce qu'on définit les différentes formes de violence en termes pénal Eh et bien, juridiques? on a des. C'est vrai que le législateur, la loi a classé les violences en fonction des effets qu'elles produisent. Et plus elles sont graves, plus elles vont être jugées de manière sévère et réprimées de manière sévère, parce que la loi, vous imaginez bien que quand quelqu'un décède à cause de violences, il va aller devant une cour d'assises. Quand les violences ont des effets faibles sur un plan médical, elle va passer peut-être devant un tribunal de police. Ensuite, le tribunal peut décider pour les infractions les moins graves. Il peut décider soit de faire juger la personne, par exemple, par un tribunal de police, mais il peut aussi décider qu'elle va passer en comparution de reconnaissance préalable de culpabilité, c'est-à-dire avec le procureur, parce que on a des personnes qui ne sont pas ancrées dans l'habitude de la violence,
qui accidentellement vont avoir un geste de violence. Et ces personnes-là, on n'a pas nécessairement envie qu'elles soient stigmatisées dans leur environnement ou publiquement ou comme étant violentes si elles ont été capables de dire « je reconnais, j'ai fait une erreur, j'ai commis une violence, je n'aurais pas dû ». On va prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un, j'ai n'importe quoi, un accident de voiture et le ton monte et il y a un coup qui part. Ça va être traité différemment de quelqu'un pour qui manifestement frapper les autres est récurrent. Il va y avoir Exactement. deux analyses différentes. Exactement. Et même au niveau de la peine, puisque quelqu'un qui est récidiviste ou dont on voit qu'il est ancré dans la délinquance, il va être puni beaucoup plus sévèrement. Donc, sur le même, on va dire dans le même esprit, Laure, toutes les formes de violence se retrouvent au pénal ou pas spécialement? Si, tout se retrouve au pénal. Après, c'est le procureur de la République qui supervise toutes les enquêtes de la police et de la gendarmerie et qui, à la fin de l'enquête, va décider de l'orientation, soit en alternative aux poursuites, soit en plaidé coupable, soit devant le tribunal correctionnel. Et effectivement, ça peut être convoqué devant le tribunal correctionnel à 3-4 mois, qui est à peu près le délai de convocation du tribunal de Papeete. Soit, si c'est très grave, ça va être un déferment, c'est-à-dire que le procureur va décider que la personne va aller tout de suite devant le juge et donc elle va être jugée le jour même. Et après, il peut y avoir encore des qualifications plus graves entre le correctionnel et les assises? C'est ça. Dès que c'est un crime, en gros, dès que les violences entraînent soit la mort, soit une infirmité grave permanente, ça va aller, ça devient un crime, c'est plus un délit, donc ça ne relève plus du tribunal correctionnel, mais de la cour d'assises. Et dans ce cas-là, en général, il va y avoir une instruction préparatoire pour avoir une enquête approfondie avant que ça aille devant la cour d'assises. Et dans ce cas-là, la personne est incarcérée? Non, Non, pas spécialement. pas spécialement, effectivement, en général. Alors, quand c'est un crime, il y a au minimum ce qu'on appelle un contrôle judiciaire, c'est-à-dire que Savoir où se trouve la personne. c'est ça, où elle va être suivie, par exemple, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais sans être incarcérée, avec des obligations à suivre et, par exemple, des interdictions de contact avec la victime ou de paraître dans un certain endroit où a lieu l'infraction en général avant que ça aille devant la cour d'assises ou en détention, effectivement, si c'est légitime. Véronique, justement, quel est quel est votre rôle ou rôle du SPIP avant et pendant un procès? Alors, avant, sur saisine du procureur, nous pouvons intervenir dans le cadre des enquêtes sociales rapides. C'est-à-dire que, comme le disait, madame la présidente, avant de passer en comparution immédiate, par exemple, une personne qui a commis, un délit, eh bien, les CPIP vont pouvoir, faire des propositions, aux magistrats, des alternatives à la détention. Le législateur, de plus en plus, hein, ces dernières années, essaye de limiter, la détention et notamment les détentions courtes, parce qu'on sait qu'elles ont des effets désocialisants, hein. On En peut clair, oui, perdre, voilà. on On se peut perdre retrouve en son prison, emploi, on va perdre son emploi. son logement, etc. Donc la société a peu à gagner en fait en désocialisant totalement une personne pour une courte durée. Voilà. Donc on intervient dans ce type d'enquête. Donc effectivement, c'est tous les jours, week-end compris. Et Ouais, parce qu'il n'y puis a pas de pause pour la violence. il n'y a pas de pause pour la violence, il n'y a pas de Pour la pause pour la justice. justice non plus, et la réponse que la justice donne à ces violences. Donc ça, c'est en phase d'enquête. Nous intervenons aussi dans le cadre des contrôles judiciaires, dans l'attente d'une convocation en justice, effectivement, avec des interdictions de contact ou d'aller sur telle ville, par exemple, de se soigner aussi, lorsque la violence est en lien avec C'est une vous aussi qui consommation des vérifiez produits. que Oui. si la personne doit aller voir un thérapeute, Oui. les rendez-vous aient bien eu lieu. Alors bien plus que cela, parce qu'en fait, et on vérifie et on oriente aussi, puisqu'il y a une évaluation qui est posée pour chaque personne qui nous est confiée. Et en fonction de cette évaluation, on va orienter vers un professionnel de santé qui nous paraît le plus adapté. Marie, quelles sont les raisons les plus récurrentes engendrant les actes de violence? Je dirais que les personnes alcoolisées peuvent être extrêmement violentes. Après, il y a une question de misère sociale aussi. Il y a des personnes qui subissent des violences de tout type tous les jours, je dirais, en dehors de cadres familiaux, mais de voisins ou de... Alors, c'est des violences qui ne sont pas vraiment réprimées par la loi, mais c'est des actes d'incivilité récurrents, quotidiens, Est-ce que le et ton c'est monte très vite? difficile. Voilà. Est-ce que le ton, on peut C'est très considérer que le difficile. ton monte vite? Moi, ce qui m'embête en réalité, c'est qu'il y a des personnes qui sont victimes de certaines violences et qui, par le sentiment d'injustice qu'elles ont, que leur situation n'est pas traitée, notamment parce que le procureur peut classer sans suite, Mmh. notamment parce que l'enquête peut être longue,
notamment parce que c'est pas un fait unique, mais je parle de faits récurrents de voisins. Ça, c'est très difficile. Je me demande tout le temps à quel moment je vais les avoir finalement comme auteurs alors qu'ils sont victimes. Et dans cet esprit-là, c'est peut-être là où la page peut intervenir aussi et les orienter et leur expliquer. J'imagine que ça Alors, doit... on essaye de fournir un accompagnement en les informant sur, déjà en accompagnant psychologiquement ceux qui ont de la difficulté à vivre la situation. Après, on a effectivement des très bonnes relations avec les forces de l'ordre, ce qui fait que régulièrement, on échange avec eux, on essaye de savoir où en est la procédure. On alerte parfois sur des situations qui montent en tension et donc qui nécessitent peut-être de remettre le dossier sur la pile. Après, les forces de l'ordre, elles ont énormément de dossiers, donc c'est pas simple. Mais le temps judiciaire, c'est absolument pas la page qui le détermine. La page ne peut en aucun cas pousser les procédures. Les procédures prennent le temps qu'elles doivent prendre en général. Après, on peut essayer, on essaye. Voilà. Oui, mais Beaucoup, après, on j'imagine que essaye. la page, de toute façon, vous accompagnez les victimes en leur disant, attends, voilà, ce qu'on oublie, on en a parlé dans une émission précédente, c'est que le temps de la justice est nécessaire. Il faut que les choses soient instruites, il faut qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Et parfois, les victimes ont du mal à... Ce que je Oui, comprends puis en termes humains, mais ont du mal à comprendre que ça nécessite un peu de temps. oui, puis des fois, il y a des mesures de précaution à prendre. Je veux dire, on ne peut pas non plus attendre 100% forcément de la justice dans toutes les situations. Moi, ce que je peux voir au travers des dossiers ou des personnes qui nous sollicitent, c'est aussi un vrai problème de communication, alors que ce soit au sein de la famille ou même entre voisins. Souvent, la violence, elle arrive parce que les gens n'arrivent plus à communiquer. Donc, remettre de la communication, discuter avec les gens aussi pour leur permettre chacun de se rendre compte, et même quand on a été victime, que peut-être en changeant de mode de communication, on peut vivre demain un peu plus paisiblement, en s'expliquant, peut-être même avec un tiers un peu plus neutre. Euh, mais toutes les situations, heureusement, ne sont pas fermées. Euh, Effectivement, il y a des gens qui sont auteurs et des gens qui sont victimes. Souvent, quand même, les casquettes s'interchangent et je pense notamment aux conflits de voisinage. Marie en parlait il y a quelques secondes. Mais effectivement, on n'apprécie pas quelque chose ou on interprète mal, des fois une simple erreur, le voisin qui met sa poubelle devant le Bon, ça portail peut et être ça une va être... simple étincelle Voilà. ou quelque chose d'anodin. Et alors, le fait de pouvoir se parler, s'expliquer, essayer de trouver ensemble des solutions, ça peut résoudre un certain nombre de difficultés. Après, les dossiers sont nombreux, ils sont variés. On ne va pas gérer de la même manière un conflit de voisinage Acte de parce qu'on violence Quelqu'un qui a été intrafamiliale, blessé violence physiquement, conjugale. gravement, c'est sûr, Exactement, et on évidemment. n'intervient pas de la même manière. On va pas forcer, par exemple, parce que les violences, c'est pas non plus que les violences physiques, il y a aussi beaucoup de violences sexuelles. On va bien évidemment pas inciter une victime de violences sexuelles à aller parler avec son voisin agresseur, par exemple, ou son oncle agresseur. On va adapter les interventions à chaque situation et même à l'intérieur de chaque situation, à chaque personne, en fonction de ses besoins, de ses attentes. Le rôle de l'aide aux victimes, en tout cas, c'est d'informer, d'accompagner, leur laisser la maîtrise, elles, de leurs décisions. C'est certainement pas aux agents de l'aide aux victimes de choisir à la place des victimes. Ouais, Euh, disons que vous leur expliquez les possibilités et ensuite voilà. Et on ça les va être adapté en fonction du cas. Voilà. Et on les accompagne tout au long, aussi longtemps qu'elles le souhaitent et qu'elles le demandent. Laure, quelles sont les circonstances qu'on peut considérer comme aggravantes? Alors, elles sont tout simplement listées dans le code pénal. On en a cité quelques-unes. L'alcool, hein, le fait d'être en état d'ivresse manifeste, c'est une circonstance aggravante récurrente, hein, en termes de violence. C'est vrai que la grande majorité des violences qui arrivent devant le tribunal sont commises en état d'ivresse, en tout cas une part très importante. Il y en a d'autres, hein, maintenant sur le conjoint, c'est une circonstance aggravante, sur le mineur de 15 ans, sur l'ascendant, sur un gendarme ou un policier, du fait de sa Représentant qualité. d'autorité, ouais. Voilà, il y a un certain nombre aux abords d'un établissement scolaire. Voilà, je vous donne quelques exemples qui sont listés dans le code pénal, où effectivement, ça va faire passer de la compétence du tribunal de police, où on n'encourt qu'une amende, à dès qu'il y a ces circonstances-là, on est tout de suite
devant le tribunal correctionnel où tout de suite on encourt la prison. Voilà. Est-ce qu'on voit, alors quand il peut y avoir en Europe et on va dire particulièrement en France, avec les fameux réseaux, où on a tendance un peu à filmer tout, à générer aussi des provocations, ce genre de choses. Est-ce que vous ressentez ça en Polynésie? Est-ce que vous vous retrouvez avec des dossiers de ce type-là? Non? On est Non, encore heureusement, hein, protégé? j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est une sacrée banalisation de l'acte et de la personne, hein. On n'a heureusement pas encore ce Moi, j'en ai problème-là en pas vu. Polynésie. Moi, j'en ai pas vu, je sais pas. Si, ça commence. Ça arrive, hein? Ça Oui, parce commence. qu'en général, il y a cet effet domino. Bah oui, oui. Oui, ça commence. Alors, il y a eu quelques dossiers avec des bagarres filmées, mais il y J'allais a, y venir, les problèmes du mercredi après-midi en centre-ville découlent de ça. mais il y a eu aussi des vidéos de jeunes filles qui se douchent. Il y a avec des choses qui sont diffusées notamment par les voies Internet. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve davantage chez les jeunes que sur des publics plus adultes de plus de 25 ans. On a aussi un certain nombre de gens qui se vengent sur Internet, qui se font insulter sur Internet par réseaux sociaux interposés. Bon, voilà, on ne peut pas tout faire sur Internet non plus. On n'est pas censé insulter les gens, on n'est pas censé exposer la vie des gens, enfin la vie privée des gens sur Internet contre leur volonté. Oui, on a l'impression que c'est le Far West, hein, qu'il y a une forme de zone de non-droit et que chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Et il va falloir à un moment finir par pouvoir, je ne sais pas si c'est faisable, mais pouvoir légiférer là-dessus. Laure, compliqué? Il y a aussi C'est toutes les règles sur la liberté d'expression. Les textes sur la loi de la presse sont très particuliers. Donc, c'est. Voilà. Après, ça peut être des facteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, où ça va faire monter la pression et du coup, on va avoir des violences physiques dont le tribunal va être saisi derrière. Et donc, ça va colorer en fait l'appréciation qu'on va avoir du dossier voilà. Après, je dirais pas que pour l'instant, en Polynésie, c'est pas quelque chose qui engorge le tribunal. Ça peut apparaître dans certains dossiers, mais c'est pas un En phénomène amont, massif. c'est plus Cécile qui commence à s'en rendre compte, on va dire. On est saisi de plus en plus de ce genre de choses. Bon. On ne l'était pas il y a 10 ans. Mais c'est pas non plus, effectivement, c'est pas le lot quotidien. Et heureusement. Alors, je veux revenir sur des cas un peu concrets. Véronique, comment on gère une personne, par exemple, jugée pour violence et comment est-ce que cette personne est gérée vis-à-vis des personnes qui ont été violentées en termes de mesures d'éloignement probantes et comment est-ce que ça fonctionne? Parce on est dans un village, hein, enfin c'est petit la Polynésie, et comment est-ce qu'on fait pour ne pas croiser la personne, pour ne pas l'approcher? Est-ce que c'est applicable concrètement? Alors, il faut d'abord préciser qu'il y a 2 cas de figure. Soit une condamnation en milieu ouvert, la personne ne va pas en détention et elle est suivie par nos services dans le cadre d'une mesure probatoire. Donc, elle rencontre régulièrement son conseiller d'insertion et de probation. Elle rend compte de ses obligations, et effectivement, s'il y a violation de ses interdictions, le juge d'application des peines peut le sanctionner avec notamment, là pour le coup, une peine d'emprisonnement. Et Donc, donc on parle par exemple de mesures d'éloignement, ce genre de choses? oui, tout à fait. On peut effectivement, en lien avec le parquet et le tribunal, prononcer une mesure d'éloignement, pardon, et qui, si elle n'est pas respectée, peut aboutir à une décision d'emprisonnement. Donc ça, c'est en milieu ouvert. En milieu fermé, les personnes effectivement sont incarcérées pour une durée plus ou moins longue. On l'a dit, en fonction de la gravité des faits. En fonction aussi de son passé, hein, puisqu'on ne va pas condamner de la même façon quelqu'un qui réitère que quelqu'un pour lequel c'est le premier acte. Mais on s'attache à correctement préparer sa sortie et ça, c'est fondamental. Vous l'avez dit, sur une île, c'est un village. Donc, on va s'attacher à prévenir la victime d'une sortie, ne serait-ce qu'une sortie dans le cadre de la préparation à la Pour préparer sortie. psychologiquement. Voilà. Et puis, pour savoir si elle souhaite qu'une interdiction supplémentaire soit posée, par exemple, si elle n'a pas été envisagée au départ. Et puis, on va essayer de travailler, nous, surtout avec la personne, pour qu'elle puisse aussi se mettre dans la tête de la victime et se dire, ça va être compliqué, même pour moi, si je la croise, etc., ça va me mettre en difficulté. Qu'est-ce que je peux faire pour... alors, est-ce que c'est aller habiter ailleurs, effectivement? Est-ce que c'est changer de travail parce que c'est à proximité? Enfin voilà, on va travailler ces différents points avec la personne. Mais la victime, elle est prise en compte par les services pénitentiaires d'insertion et de probation de la même manière que les associations d'aide aux victimes. Et avec Cécile, on travaille beaucoup sur ce credo-là, en se disant il faut prendre en charge à la fois les auteurs et les victimes
si on prend qu'une victime en se disant faut la protéger, mais on ne prend pas en charge l'auteur, ça va pas Ouais, marcher. il faut Voilà, pouvoir, il faut un équilibre. ouais, trouver un équilibre et Tout à régler le fait, problème des deux côtés, on va dire le côté psy pour la absolument. personne qui a été violentée, mais traiter le problème à la source, on va dire. Et pour les situations les plus graves et les plus dangereuses, mais peut-être Cécile pourra plus en parler que moi, il y a le téléphone grave danger qui est applicable ici sur le territoire, qui fonctionne plutôt bien, mais à la condition que la victime souhaite être protégée par ce dispositif, ce qui est, en termes de chiffres, assez rarement le cas, puisqu'on travaille, nous, beaucoup sur des reprises de vie commune, notamment sur les violences conjugales. Alors, on a parlé de violences physiques, de violences conjugales. Il y a aussi des violences psychologiques qui sont, hélas, assez importantes. Marie, l'avocate que vous êtes, comment elle fait pour prouver ce genre de choses? Comment on fait pour monter un dossier pour violence Bah, psychologique? déjà, j'ai envie de vous dire que quand on rencontre des victimes, on est vite bouleversé en fait Par l'histoire? par le traumatisme psychologique qu'elles ont. C'est-à-dire que on peut avoir quelqu'un qui, sur le certificat médical, a 5 jours d'ITT et qui, 6 mois après, est cassé, n'arrive pas à retravailler, n'arrive pas à se reprojeter dans l'idée de croiser un auteur. Il y a des gens qui dorment plus, il y a des gens qui ont peur de rentrer chez eux, il y a des... C'est terrible, cette prison psychologique. Moi, je me suis toujours interrogée comme personne, je me suis toujours interrogée sur cette injustice phénoménale entre nous tous, parce que nous n'avons pas la même capacité, la réalité, elle est là. Nous n'avons pas la même capacité à encaisser les chocs. Il y a des gens qui sont handicapés, qui sont extrêmement courageux, qui restent joyeux, qui n'ont... Une notion de J'ai- résilience, ouais. Mais même pas, parce que si vous leur dites ça, ils vont vous dire, mais pas du tout, je suis content parce que je suis content, Ouais. laisse-moi tranquille. Vous voyez? Et puis il y a des gens qui physiquement sont intègres, je sais pas, on a l'impression qu'ils ont rien, et ils sont intérieurement complètement brisés. C'est très difficile. Et je me mets à la place des psychologues et des psychiatres qu'ils ont vu qui ont du mal à les remettre sur pied, hein. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est effectivement un traumatisme qu'il ne faut absolument pas laisser au hasard. C'est un traumatisme dont nous, évidemment, on se rend compte comme avocat quand on rencontre la victime, parce qu'on se dit, on se rend compte quand on parle avec elle et quand elle nous décrit son quotidien, que son quotidien est complètement anormal. Il est pas, il y a plus de joie, il y a plus de bonheur, ni à faire à manger, ni à Et ça, sortir, on ni peut à le prouver? respirer. Oui, on peut le prouver, bien sûr, mais c'est à nous aussi d'être vigilants et de pousser la victime à consulter des professionnels qui peuvent déjà commencer à le mettre en évidence, et ensuite, nous, à convaincre le tribunal qu'il est nécessaire d'ordonner une expertise sur le préjudice corporel. Et quand vous avez un expert qui est saisi sur le préjudice corporel, c'est lui qui va prendre contact avec un psychiatre et dire: dites-moi tous les symptômes que vous pouvez constater, dites-moi ce que vous voyez dans son dossier médical pour que moi, je puisse comprendre quel est ce qu'on appelle le déficit fonctionnel permanent, parce qu'on en arrive là, on en arrive à des déficits fonctionnels permanents qui sont équivalents à des personnes qui sont hémiplégiques. Vous avez une personne qui peut être intègre devant vous et qui peut avoir plus de 50% de déficit fonctionnel permanent, de la même manière qu'une personne qui a perdu, par exemple, l'usage d'un bras. D'accord. Vous voyez? C'est terrible, c'est Donc, en traumatisme. fait, le fameux temps de Ils justice, sont c'est ils sont les nécessaire, il est là plus... aussi. Oui, oui, je veux dire, pour moi, c'est les traumatismes les plus impressionnants. Les plus impressionnants. Laure, comment sont graduées les peines? Et comment est-ce que donc, les peines encourues, donc j'imagine que le code pénal est fait en sorte de pouvoir associer les peines à la gravité de l'acte et surtout aux conséquences de l'acte? C'est exactement ça. Après, le juge, une fois qu'il est saisi, il a quand même une marge de manœuvre au tribunal correctionnel. C'est le gros des saisines, ça va être dans le tribunal correctionnel. Ça va aller effectivement d'une peine, par exemple une peine symbolique, ou un peut être un travail d'intérêt général, ou beaucoup, ça va être des sursis probatoires, comme en a parlé Madame Meunier, c'est-à-dire des suivis en milieu ouvert qui sont en général d'une durée de 2 ans, où on va s'assurer que la personne se réinsère dans la société, réfléchisse à son acte, entame un suivi pour ses addictions, parce que souvent il y a un lien avec addiction. On va faire un stage, par exemple, avec la page pour réfléchir à ses actes et avoir une réflexion sur son propre comportement, pour des soins psychologiques pour gérer son impulsivité. Souvent, on a des gens qui ont des problèmes à gérer leur impulsivité. Et ça va être sinon des peines
de prison et parfois des peines de prison complétées par un suivi à la sortie. Voilà. Donc on a toute une catégorie de choses qu'on peut faire et qu'on essaye d'adapter par rapport à tous les éléments qui nous arrivent à l'audience, qui sont l'enquête du procureur, mais le procureur aussi, il peut parfois missionner la page pour faire une enquête victime dans certains dossiers, ce qui nous donne un éclairage quand même particulier. Il y a l'avocat qui va venir effectivement avec des éléments sur la victime, avec un certificat de son médecin personnel, par exemple, avec un suivi psychologique pour montrer effectivement que même si, par exemple, c'est des faits anciens, le préjudice est toujours là. Donc, ça va ce que nous amène le procureur, la page. Parfois aussi, on ordonne, si ça n'a pas déjà été fait, une expertise psychiatrique ou psychologique pour avoir un autre éclairage parce qu'on va sentir que c'est nécessaire sur tel dossier. Voilà, on C'est apprécie tout en sauf fonction de simple. tout ça. C'est intéressant de le mettre en... Non, mais c'est vraiment intéressant de le mettre en lumière parce que ben voilà, les gens ne peuvent pas comprendre peut-être quand on a été victime que ça puisse prendre du temps, mais voilà, quand vous venez d'exposer ce que vous avez exposé, ça peut pas se faire en une semaine puisqu'il faut faire les choses correctement. Cécile, très clairement, est-ce que la prévention a du sens en termes de lutte contre les différentes violences? Est-ce que justement aller sensibiliser les plus jeunes aux bonnes attitudes à avoir ont un sens et ont une réalité probante? Alors, ce qui est fait est remarquable au niveau de la sensibilisation. Euh, Ce Ça qui est profite de fait, conclusion, hein. non, oui, alors c'est remarquable, mais c'est pas suffisant. Je vous dirais qu'on peut pas, on peut pas faire de la prévention uniquement auprès des jeunes. Et on le voit, les gens qui sont orientés devant le tribunal correctionnel, majoritairement sont des adultes et majoritairement, ce sont des gens qui ont plus de 25 ans. Donc, et qui sont souvent déjà parents. Donc, la prévention, c'est bien. L'affaire au niveau des enfants, des écoles, c'est bien. Mais à un moment donné, il va falloir développer les actions de prévention à l'extérieur des enceintes des établissements scolaires, les emmener dans les quartiers, les emmener dans les entreprises au niveau des parents, au niveau de la gestion des comportements, de l'humeur, la gestion de la frustration, on en parlait. Ouais, les Il faut émotions. développer les habiletés à communiquer parce que très souvent la violence vient d'un manque de communication. Et derrière, multiplier les actions de prévention pour effectivement avoir l'espoir que ces violences Bien. diminuent. Je veux bien qu'on redonne le contact de la page. 40 43 20 41. Très bien, bah voilà, avec nos invités du jour, on a découvert que les réponses adaptées aux différents types de violences et qu'il est bon d'en avoir pleine conscience. Merci, mesdames, d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir accepté votre invitation. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.